Bien, bonsoir. Il n'est pas dans nos usages que le président de l'université introduise des débats organisés par les associations étudiantes, que je veux quand même saluer au passage parce que ça montre au moins que nos associations prennent d'excellentes initiatives. Et vous comprendrez, monsieur le ministre, que s'agissant du ministre de l'Enseignement supérieur, ce soit pour moi à la fois un devoir et un grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez constaté que nous sommes engagés dans des travaux de bâtiments, c'est important, mais nous sommes surtout engagés dans de grands chantiers que vous connaissez bien pour les piloter, sur le chantier de la recomposition du paysage universitaire en France. Dauphine fait partie d'un grand regroupement qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. Nous avons joué le jeu complètement de cette initiative et nous avons été donc sélectionnés parmi les initiatives d'excellence dès le mois de juillet dernier. Et l'enjeu, il est simple, il est de savoir si Dauphine sera, avec ses partenaires, partie prenante d'une ambition qui est ni plus ni moins que de faire figurer une grande université française parmi les 30 premières mondiales. Pas seulement Paris Sciences et Lettres, pas seulement PSL, 2, 3 autres universités françaises, mais le sujet, c'est bien celui-là. Et donc PSL, Paris Sciences et Lettres, c'est aussi pour Dauphine le vecteur, un levier d'ouverture internationale. C'est notre deuxième grande priorité. Nous voulons que les étudiants aient une expérience internationale. Oh, il y a aujourd'hui 400 Dauphinois qui partent chaque année à l'étranger. C'est beaucoup, mais en même temps, une cohorte de Dauphinois, c'est 1000 étudiants. Donc, on a un défi dans les 4 prochaines années, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas 400, mais 1000 étudiants tous, qui puissent partir et avoir une expérience à l'international. Nous voulons aussi ouvrir davantage notre corps enseignant à des professeurs, à des chercheurs qui ont une expérience à l'étranger, une expérience des autres systèmes étrangers. Et donc l'international est notre deuxième grande priorité. Et nous comptons beaucoup sur PSL dans le top 30 mondial pour nous aider à acquérir cette visibilité. Et puis le troisième sujet, et je m'arrêterai là-dessus parce que ce n'est pas à moi de parler, vous n'êtes pas venu pour m'écouter. Vous pourriez contester, dire si, non, bon. Le troisième sujet, c'est évidemment de nous donner les moyens de faire tout ça et de remplir nos ambitions. On a bien compris que l'État a fait un effort très considérable. Il l'a fait notamment avec le grand emprunt. On apprécie le fait qu'à la différence d'autres pays, notamment, il n'y ait pas eu de coupe budgétaire dans l'enseignement supérieur, et c'est un choix que nous saluons. En même temps, nous savons bien que les besoins d'investissement sont tels que les finances publiques sont dans un état également assez difficile. Nous savons bien qu'il faudra diversifier nos ressources. Et donc Dauphine est tout à fait engagé dans un programme de diversification de ses ressources. Je veux dire ici et l'assumer parce que je sais que c'est un choix local et que vous ne revendiquez pas nationalement, mais que nous assumons localement, que nous avons sollicité le soutien financier des étudiants et des familles, et que sans cette sollicitation et sans cette contribution, le budget de Dauphine ne serait pas équilibré. Donc oui, nous prélevons des droits d'inscription plus élevés que les droits nationaux sur nos diplômes d'établissement, mais nous mobilisons aussi les ressources des entreprises. Nous avons aujourd'hui 8 chaires. Nous avons lancé une fondation, et je serais très heureux de vous remettre le premier rapport d'activité de la Fondation Paris-Dauphine. Et puis, nous en appelons beaucoup aux entreprises. Je voulais vous dire, monsieur le ministre, pour conclure, que le 21, le 22 et le 23 février, pendant 3 jours, Dauphine accueille 96 entreprises pour son salon emploi. Et là aussi, vous voyez, je fais quand même, je fais l'article, mais je suis là pour ça, que l'Université Paris-Dauphine accueille 96 entreprises pour son salon emploi, où l'ensemble de nos étudiants pourront venir solliciter des stages et solliciter des emplois. Donc Dauphine ouverte sur le monde, Dauphine ouverte sur l'extérieur, pour diversifier ses ressources et se donner les moyens de ses ambitions. Voilà, alors nous sommes une université qui prend beaucoup de leçons des autres, mais qui n'en donne à personne, et nous voulons être à la fois exigeants et humbles. Nous ne revendiquons aucune exemplarité, mais nous voulons suivre notre chemin et participer du grand mouvement de relève de l'enseignement supérieur. Et de ce point de vue-là, vous pouvez compter sur Dauphine pour jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, bienvenue, Monsieur Wauquiez, et donc nous vous écoutons sur la politique de la France pour l'enseignement supérieur. Bonsoir à tous. Alors, pour commencer ce débat, nous allons passer par une brève biographie de l'invité du jour. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir débattre dans les locaux de notre université aujourd'hui.
Alors pour être fidèle à nos coutumes, laissez-moi vous présenter en quelques mots. Vous êtes né le 12 avril 1975 à Lyon, ce qui fait de vous le ministre le plus jeune de la Ve République. Vous avez ainsi le profil idéal pour occuper le poste de ministre du supérieur et de la recherche. L'enseignement supérieur, vous en êtes d'ailleurs un spécialiste. Normale supérieure en 1994, agrégation d'histoire où vous êtes reçu major, Sciences Po Paris, titulaire d'un DEA de droit public, vous décidez d'intégrer par la suite l'ENA, d'où vous sortirez major en 2001. Ce parcours brillant vous vaudra d'ailleurs le surnom de surdiplômé de l'UMP. On comprend pourquoi. À l'UMP, c'est pas du tout un compliment. Hein. J'imagine. En 2002, vous rencontrez Jacques Barrot, fondateur et président de l'UMP, qui vous prend sous son aile et vous nomme suppléant lors des élections législatives de 2002. Et professeur à Dauphine. Oui, il était professeur à Dauphine. Ouais. Vous pouvez dès lors défendre vos projets, notamment en matière d'emploi. Lorsque Jacques Barrot est nommé au poste de commissaire européen en 2004, vous briguez sa succession et avec plus de 60% des voix, vous êtes élu député UMP de la première circonscription de Haute-Loire et devenez ainsi à 29 ans le plus jeune député français. Vous combattez notamment les problèmes de l'emploi et de la pauvreté avec les équipes d'Emmaüs. Et vous vous intéressez de près à la condition de vie des étudiants sur demande de François Fillon en 2006 et au dossier de protection juridique des majeurs. Vous vous présentez à nouveau en juin 2007 aux élections législatives en Haute-Loire où vous serez élu dès le premier tour. Vous êtes, depuis mars 2008, maire du Puy-en-Velay, en Auvergne, jusqu'alors aux mains de la gauche. En mars 2008, toujours, le président Nicolas Sarkozy vous nomme secrétaire d'État, chargé de l'emploi auprès de Christine Lagarde pour réformer le marché du travail. Vous avez surtout développé un système de protection des salariés pour faire face à la crise. Revalorisation de l'activité partielle, reconversion pour les salariés licenciés et mise en avant de l'alternance. Ces prises de position régulières vous conduisent à fonder en 2010 un club de réflexion sociale, la droite sociale, qui regroupe une cinquantaine de parlementaires et qui souhaite faire entendre la sensibilité sociale au sein de la droite et remettre les classes moyennes au cœur des politiques publiques. Vous avez dit dans votre dernier livre, La lutte des classes moyennes, je cite, « Vous décidez de verser l'allocation et vous avez l'impression de faire du social. On achète leur silence sans les aider à repartir de l'avant. Faire du social, c'est aider des personnes accidentées par la vie, accompagner le plus vite possible leur retour à l'emploi. » Fin de citation. En 2 mots, vous combattez l'assistanat et prônez l'assistance. En novembre 2010, vous êtes nommé ministre chargé des Affaires européennes, puis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis juin 2011. Vous souhaitez, je cite, « rester un citoyen comme les autres ». C'est pourquoi vous affirmez vous rendre au ministère à vélo tous les matins. Pas en ce moment. Hein. Enfin, et pour finir, vous êtes un élément important dans la campagne présidentielle de 2012. Vous incarnez la jeunesse et montez souvent au front quand il s'agit de défendre les idées qui sont celles de la droite, mais aussi les vôtres. Vous avez souhaité défendre l'histoire catholique dont la France est aujourd'hui héritière, en réponse aux volontés de la candidate Eva Joly. Vous comptez donc de plus en plus dans le paysage politique de l'élection présidentielle de 2012. Comme vous l'avez dit dans votre livre, La lutte des classes moyennes, vous êtes, je cite, « étonné de l'incapacité de notre pays à mener un débat avec sérénité », en espérant que celui-ci vous satisfasse. Monsieur le ministre, bienvenue à Dauphine. Bonsoir Monsieur le ministre, bonsoir à tous. Tout d'abord, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez vous souhaitez réagir par rapport à votre présentation ? J'ai juste 2 réactions à faire. La première, c'est pour souligner que vous avez vraiment un président très efficace, parce qu'il nous a demandé à peu près 75 millions d'euros pour remettre à neuf l'immobilier et nous faire tenir un débat dans une salle sous-chauffée. Ça me semble une très bonne idée pour justifier l'utilisation des crédits. Et la deuxième remarque, c'est un souvenir très personnel, puisque moi, comme vous l'avez compris, je n'ai pas fait les bonnes écoles ni les bonnes universités, puisque je ne suis pas allé à Paris-Dauphine.
Par contre, ma sœur est une ancienne élève de Paris-Dauphine et j'ai des souvenirs très précis de l'avoir traumatisée par son parcours à Dauphine, travaillant de façon terrible dans le cadre de son DESS. Je crois que ça devait être un DESS de gestion patrimoniale ou quelque chose comme ça à l'époque. Et donc j'ai un souvenir assez précis de la souffrance que représentait pour des étudiants d'exception comme vous le parcours à Dauphine, fait de longues révisions et de réussites acquises avec beaucoup de difficultés. Voilà. Bon. Alors on va tout de suite attaquer avec une première question. Donc Monsieur le Ministre, dans votre livre La lutte des classes moyennes, vous êtes contre la hausse des frais d'inscription en général à l'université. Vous critiquez le modèle anglais d'ailleurs. Ici, vous êtes à Dauphine, qui est un grand établissement avec des masters plus chers que dans la moyenne des universités. Alors, j'ai deux questions. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que le modèle de Dauphine est applicable à toutes les universités, c'est-à-dire sélection, master plus cher? Et si vous êtes contre la hausse des frais d'inscription, comment est-ce que vous voulez restaurer la compétitivité des universités françaises? Bon, ça a le mérite d'être clair. Ce n'est pas des questions qu'on a l'habitude d'entendre dans d'autres universités. Je profite donc de la liberté de ton à laquelle elle m'invite. Plusieurs réflexions. D'abord, la première, il faut bien voir qu'on a affaire à un paysage universitaire qui était vraiment délabré, dans lequel nos universités étaient en décrochage international, dans lequel on avait des universités qui étaient héritières du modèle du Moyen-Âge, donc organisées par silos de disciplines très séparées les unes des autres, dans lequel la France, depuis 30 ans, avait sous-investi, c'est-à-dire que pour faire simple, on avait investi beaucoup sur le collège et le lycée, totalement dédaigné le primaire, qui est fondamental. N'oubliez jamais que ce pays a les statistiques d'illettrisme du Mexique. Donc avec une vraie, non mais c'est très sérieux, une vraie défaillance en termes d'apprentissage des savoirs fondamentaux et sous-investi sur l'enseignement supérieur. Donc on n'avait pas investi correctement sur les bonnes priorités. Et puis enfin, avec un modèle universitaire qui était en fait celui fixé par Napoléon, des universités impériales, dans lequel les universités n'avaient aucune autonomie. Et ce qui se traduisait par du coup une mainmise très forte du ministère, très peu de capacité à décliner des partenariats avec d'autres universités à l'international, très peu de capacité à construire soi-même son profil de pédagogie ou le profil de son université, et un vrai décrochage petit à petit de notre système d'enseignement supérieur. Dans ce cadre-là, évidemment, Dauphine avait un profil très particulier, et a un profil très particulier, qui a été de miser très tôt sur un processus de sélection, de miser très tôt sur un niveau d'excellence extrêmement élevé, de miser très tôt sur des partenariats très poussés avec les entreprises, et de jouer très tôt la carte de la professionnalisation et des passerelles avec les entreprises. Mais moi, mon problème, c'est d'essayer de faire en sorte que toute l'université et l'enseignement supérieur bougent. Or, dans ce cadre-là, si vous voulez bloquer toute la machine, en France, il faut mettre le thème de la sélection sur la table et il faut mettre le thème de l'augmentation des frais d'inscription. Et donc, la priorité, elle n'est pas là. La priorité pour moi, c'était d'entraîner l'ensemble de la mécanique de l'enseignement supérieur et de les faire bouger sur ce qui étaient les vieilles défaillances et les vieilles failles. Les vieilles défaillances et les vieilles failles, c'est d'abord d'amener nos universités à travailler ensemble. Plutôt que d'avoir d'un côté la médecine, de l'autre côté l'économie et le droit, dans un troisième bout les facs de lettres, dans un autre les mathématiques, amener tout le monde à travailler ensemble pour avoir des passerelles entre les disciplines. Le défi du XXIe siècle, c'est de concilier de la spécialisation et en même temps de l'ouverture transdisciplinaire. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était de dire, maintenant, moi, je fais confiance aux universités, c'est vous qui êtes les mieux à même pour gérer votre budget, vos priorités. Et pour avoir 3 heures de cours supplémentaires, vous n'avez pas besoin d'aller supplier dans le bureau B12 du ministère de la rue Descartes. C'est à vous de décider, vous avez votre budget, votre autonomie, vous la construisez. Et puis le troisième, c'était d'inciter nos universités à avoir des racines dans leur territoire et donc d'avoir des partenariats avec les entreprises et de mettre en place des passerelles. Donc dans ce cadre-là, j'assume le fait de dire que le modèle a consisté d'abord à essayer de faire bouger ce qui était vraiment les points majeurs de retard et de ne pas bloquer la machine. Pour autant, moi je ne suis pas là pour casser ce qui marche. Dauphine marche, c'est sans doute une des universités modèles en France. Votre président l'a rappelé, la réussite de Dauphine à l'IDEX est pour vous un extraordinaire message d'espoir. Vous avez été parmi les 3 premiers pôles d'excellence de l'enseignement supérieur en France qui ont été relevés.
On a dit on en prendra 10, et Dauphine a été dans les 3 premiers qui ont été soulignés et relevés grâce à son partenariat, je vous félicite de votre choix, avec l'École normale supérieure et avec le Collège de France. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond, le but n'est pas d'empêcher le modèle de Dauphine, mais si on disait à toutes les universités, ce qu'on veut, c'est que vous preniez le modèle de Dauphine, on carbonisait la totalité du dispositif. Donc il y a un changement à faire. C'est un changement qui doit être approprié par chaque université en fonction de son histoire. Je voudrais juste vous dire une petite chose qui est très importante pour vous. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas calqué sur le modèle anglo-saxon. On ne s'est pas calqué sur le modèle allemand. On ne s'est pas calqué sur un modèle asiatique. On a regardé ce qui était la tradition, les forces et les faiblesses du système français, avec ses grandes écoles, avec ses universités, avec ses organismes de recherche. Et à partir de là, on s'est dit, on va tout changer, mais sans chercher à singer un modèle extérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point en 5 ans, tout a bougé. Et ça, c'est une très grande leçon pour tous ceux qui sont les tenants du corporatisme ou d'une certaine paresse politique. Sur un domaine qui était considéré comme étant très éruptif, en 5 ans, tout a bougé, et surtout, tout a bougé avec une forme de génie français. Et je trouve que pour vous, c'est très intéressant. Parce que ça montre qu'on peut changer ce pays et que le changement de ce pays ne passe pas forcément par le fait de renier ce qu'est notre histoire et notre identité. Il ne faut juste pas être dans un immobilisme. Mais on peut travailler avec ce qu'est notre génie et essayer de le transformer et de l'adapter à une compétition mondiale. Et moi, c'est ce que je trouve de fascinant dans ce qu'on a réalisé dans les 5 ans qui se sont écoulés. Alors justement, il y a eu ces derniers jours des échanges par presse interposée entre notre président M. Batch et le directeur de Sciences Po M. Descoings, notamment une tribune de M. Batch dans Le Monde du 25 janvier dernier portant sur la différence d'allocation de l'État aux 2 établissements qui sont pourtant à taille comparable, environ 9000 étudiants. Sciences Po toucherait 25 millions d'euros de plus par an, selon M. Batch, 12 millions selon le ministère. Quoi qu'il en soit, c'est une différence considérable. Trouvez-vous ça normal, alors qu'ils ont tous les 2 le même statut juridique de grand établissement? Est-ce que c'est parce que tous les politiciens sont passés par Sciences Po? Et d'ailleurs, vous êtes bien placé pour y répondre. Je vais commencer quand même par une boutade. Vous n'allez pas vous abaisser à vous comparer à Sciences Po Paris, quand même. Dauphine ne va pas faire de point de comparaison avec Sciences Po Paris, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est vous qui vous rabaissez. Là, alors, très bon sens de la répartie. Juste sur ce petit point, je vais d'abord répondre sur le cas précis de Dauphine et de Sciences Po Paris, et puis ensuite je répondrai sur plus globalement un schéma de gestion, parce que c'est quand même pour vous y compris la question qui est intéressante. Bon, première chose, est-ce que Dauphine est sous-doté par rapport à Sciences Po Paris ? La dotation de Sciences Po doit à peu près s'élever aujourd'hui aux alentours de 68 millions d'euros. La dotation de Dauphine est à 56 millions d'euros à peu près si on additionne tout. Alors je sais que le président va le contester. A priori, on a quand même 56 millions d'euros pour Dauphine. Les moyens de Dauphine ont dû augmenter de 24% depuis 5 ans. Les moyens de Sciences Po ont augmenté de 28%. Donc c'est vrai, il y a une augmentation qui a été un peu plus importante de la part de Sciences Po. Les effectifs de Sciences Po ont quand même augmenté de 43%. Ceux de Dauphine ont augmenté de 19%. C'est peut-être plus sage d'ailleurs, parce que la question n'est pas de croître, la question est d'être capable d'avoir une croissance qui soit soutenable sur la durée et bien équilibrée. La dotation de Dauphine est à peu près aujourd'hui aux alentours de 10 000 euros par étudiant. La dotation moyenne d'une université en France est plus proche de 8 000. Donc vous n'êtes pas sur un site qui est déshérité. On a mis 75 millions d'euros et vous avez raflé à travers l'IDEX 850 millions d'euros qui seront affectés à l'IDEX de PSL et de Dauphine, vraisemblablement plus, puisque vous avez été les premiers lauréats, que ce qui sera sans doute imparti aux lauréats de la vague 2. Donc, en gros, je ne pense pas qu'on puisse considérer que ces malheureux 8 millions d'euros de différence soient vraiment substantiels. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que Sciences Po a un certain nombre de points de différence. Elle subventionne, elle verse une partie importante de la subvention de l'OFCE. On peut discuter. Je ne sais pas d'ailleurs quel est votre avis sur la qualité des travaux de l'OFCE, ça m'intéresserait.
Deuxièmement, l'IEP a des dépenses immobilières qui sont très importantes, de l'ordre de 10 millions d'euros, alors qu'on a essayé de faire en sorte que Dauphine ait une gestion et une charge immobilière qui est bien inférieure, en prenant en charge une partie, et le coût de l'immobilier pour Dauphine est bien plus faible. Et puis enfin, l'IEP a une mission d'animation du réseau de Sciences Po qui doit lui coûter à peu près l'équivalent de 20 équivalents temps plein. Pour le reste, avoir un président qui se bat bec et ongle pour dire qu'il est sous-doté me semble une très bonne pierre de touche pour savoir si vous avez un bon président. Et je suis sûr à voir sa tête qu'il est en désaccord très profond avec ce que je viens de dire. Ce que je crois surtout qui est important, c'est que vous avez une formidable opportunité qui est effectivement les investissements d'avenir. Il faut bien voir que l'objectif est d'essayer de faire émerger des pôles d'excellence qui font que chaque année, quand le classement de Shanghai sort, on ne soit pas en situation d'humiliation pour notre pays. Et l'objectif est de faire en sorte que l'enseignement supérieur français soit positionné au premier plan. L'enjeu pour Dauphine, c'est de s'investir à plein dans les opportunités qu'offre l'IDEX. Vous êtes en partenariat avec le Collège de France, vous êtes en partenariat avec l'École normale supérieure, c'est une opportunité extraordinaire. C'est pour vous une ouverture de champs disciplinaires et de formation qui sont extrêmement importantes. J'ai tendance à penser que pour Dauphine, c'est l'enjeu majeur. Pour le reste, je serai très attentif à la suite et j'ai bien compris que le président diversifiait ses sources de financement. Je voudrais juste rajouter deux choses. La première, j'ai vraiment mené des batailles bec et ongle pour que l'enseignement supérieur ne fasse pas l'objet des plans d'ajustement. Il y a eu 3 plans d'ajustement budgétaire successifs qui viennent d'être pris. Aucun de ces plans n'est tombé sur l'enseignement supérieur. Aucun. Il n'y a eu aucun coup de rabot budgétaire sur l'enseignement supérieur. Les investissements d'avenir, c'est quand même, on est à plus de 30 milliards d'euros qui sont consacrés à l'enseignement supérieur en investissement sur la table pour rattraper notre retard. Aucun de ces plans n'a fait l'objet d'ajustement budgétaire. Et donc on s'est vraiment battu pour essayer de sanctuariser ce domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, en se disant qu'on était sur la question essentielle pour notre pays. Si on veut construire une société de l'innovation, c'est bien joli de l'afficher dans le processus de Lisbonne, mais s'il ne se traduit pas dans une priorité nationale, ça ne sert à rien. Donc il y a un vrai effort qui a été mené, c'est la première fois en fait depuis Pompidou qu'il y a un tel effort massif qui est mis sur la table sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et je terminerai avec une dernière réflexion. Pour arriver à le piloter, et parce que tout le monde a forcément le sentiment qu'il est injustement traité, le grand devoir de l'État stratège, c'est d'être capable d'avoir un tableau de bord qui n'est pas contesté et pas contestable. Et c'est ce sur quoi on essaye de travailler, c'est-à-dire qu'il faut arriver à objectiver. Objectiver ce que vous représentez en termes de coûts, en termes d'investissement, qu'est-ce que ça coûte de permettre à un étudiant de dérouler une scolarité, selon les disciplines, selon les secteurs où vous êtes, selon les partenariats internationaux. Et ça, c'est une vraie évolution du politique. Moi, je me suis souvent énervé là-dessus, y compris quand j'étais à l'emploi. On a des politiques français qui ne sont pas assez des managers. Or, être politique aujourd'hui, s'occuper d'un ministère, ça suppose aussi d'avoir une vision qui soit managériale. C'est-à-dire d'avoir des tableaux de bord, d'avoir des priorités, d'être capable d'objectiver, d'avoir des indicateurs de réussite et de résultat de ce qu'on fait. Et ça, c'est une culture que vous avez beaucoup dans l'approche anglo-saxonne ou nordique de la politique. La France, à mon sens, est très en retard en la matière. Voilà. Alors, je reviens sur la loi d'autonomie des universités. Il y a déjà 7 universités qui ont présenté des budgets déficitaires. Donc, par exemple, l'université Pierre et Marie Curie, Paris 13 ou encore Bordeaux 3. Des budgets qui ont donc été refusés par le ministère et donc mis sous tutelle avec obligation de coupe budgétaire. Est-ce qu'on n'a pas ici un exemple de la contradiction de cette loi qui prône l'autonomie, mais qui en réalité laisse un vrai dirigisme de la part du ministère? Alors, d'abord, soyons précis, c'est pas 7, c'est 3. 3 universités qui sont... Selon l'UNEF, 7. Alors effectivement, la source n'est pas forcément la plus objective qui soit, mais... Ne trahissez pas des sources qui visiblement sont mauvaises. Donc c'est 3. Deuxièmement, est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a d'organismes qui sont d'organismes d'enseignement supérieur, de grandes écoles ou d'universités en France? On n'est pas encore ministre. Ça viendra. 150. Donc vous avez 3 universités qui sont en difficulté sur 150. Et si vous additionnez le budget des universités qui sont passées à l'autonomie, elles sont au total sur un excédent qui est à peu près de 150 millions d'euros.
Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'autonomie, c'est pas ceinture et bretelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire on veut l'autonomie, mais si on est en situation de difficulté, évidemment, l'État vole à notre secours. Ça ne fonctionne pas. L'autonomie, c'est un principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, c'est que vous avez votre budget, vous le gérez, et en fonction de votre gestion, soit vous arrivez à gérer bien, et auquel cas vous avez les bons résultats, soit vous vous retrouvez en difficulté, et auquel cas il faut qu'on corrige le tir. C'est au fond exactement le même modèle que celui des collectivités locales. Vous pouvez mettre votre collectivité locale dans le rouge. Et si votre collectivité locale est dans le rouge, l'État vous mettra effectivement en gestion sous tutelle, et il y a chaque année un certain nombre de collectivités locales qui sont basculées. Mais ça, c'est très caractéristique d'une approche française de ce qu'est l'autonomie ou la responsabilité. C'est-à-dire, il y a de l'autonomie et de la responsabilité que dans le sens positif. Non. La responsabilité, elle fonctionne dans les deux sens, quand ça marche et quand ça ne marche pas. Et ça, c'est un travail d'apprentissage progressif qu'on doit mener. Il y a juste une condition, c'est qu'il ne faut pas que les universités aient à payer pour des décisions qui leur sont extérieures. Quand, par exemple, on décide d'augmenter le point de retraite, il faut que ce soit compensé pour les universités. Si en revanche, président d'université, vous avez décidé de mettre des primes à toutes vos équipes, c'est votre décision, c'est à vous d'assumer les conséquences des décisions que vous avez prises. Alors, Dominique de Villepin était notre premier invité. Quand il est venu, il a trouvé Dauphine vétuste. Alors, on va maintenant vous passer une petite vidéo de sa venue à Dauphine. Si vous voulez bien envoyer la vidéo. Vous allez l'entendre. Vous disposeriez de 20 hectares, de 3 terrains de foot, de 2 piscines, une couverte, vous vous en tirez mieux. Je crois qu'on a besoin d'espace pour s'épanouir. Or, ce n'est pas dans des locaux restreints qu'on a envie forcément tous les matins de se lever, de se dire tiens, je vais aller au cours du professeur Untel. Non, c'est pas dans des cafétérias qui n'ont de cafétéria que le nom, parce que si on veut vraiment se nourrir, il vaut mieux aller ailleurs. Cher Crous. Oui, mais c'est pas à la hauteur. Voilà, c'est pas à la hauteur de l'ambition qu'est la nôtre. Donc je reste convaincu qu'il y a d'énormes progrès à faire. Alors, Monsieur le Ministre, tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ces propos? Et alors, ouais, allez-y. Est-ce qu'un jour, vous pensez que, notamment avec les pôles d'excellence, ce sera possible d'avoir effectivement une université avec des cours de tennis, une piscine? Bon, alors, on va se parler très franchement. D'abord, vous avez mis un spécimen d'animal politique qui visiblement a besoin de beaucoup d'espace pour s'épanouir. C'est donc assez intéressant de l'entendre sur le sujet. Deuxième remarque, sauf erreur de ma part, il a été Premier ministre. Et à l'époque où il a été Premier ministre, je n'ai pas vu d'investissement massif qui soit tombé sur Dauphine, consistant à lui faire du fléchage de crédit en abondance. Donc je me méfie toujours un peu, mais c'est peut-être mon côté un peu taquin, de ceux qui donnent des leçons a posteriori qui ne l'ont pas forcément appliqué au moment où ils y étaient. Mais pour le reste, j'ai beaucoup d'estime pour Dominique de Villepin et je trouve que la BD Quai d'Orsay est très amusante. Je suis un fan de BD, j'espère que vous l'avez tous lu. Et visiblement, il n'y a absolument personne qui ne l'a regardé ici. Non, Quai d'Orsay, c'est une très très bonne bande dessinée qui retrace les épisodes de Dominique de Villepin au Quai d'Orsay. C'est assez amusant, il est peint en Dark Vador et c'est plein d'humour. Alors, maintenant pour être très précis, dans les investissements d'avenir et dans ce qu'on a mis, il y a 75 millions d'euros qui vont sur Dauphine. Donc vous allez avoir toute une rénovation de votre site pour faire en sorte qu'on ait enfin un immobilier qui soit à la hauteur. Ça, ce n'est pas des paroles, c'est du très concret. Par contre, il faut être très clair aussi. Dauphine, vous êtes à Paris. Donc on peut prendre un modèle qui est un modèle anglais ou un modèle américain. Et là, j'ai un très beau site à vous proposer où on n'aura pas de mal à vous faire des très beaux cours de tennis et des piscines géantes. Vous venez au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Il y a de grands espaces où nous pourrions transplanter Paris-Dauphine. Mais on a une histoire. Et l'histoire de ce pays, c'est que nos universités sont à l'intérieur des villes. Et forcément, ça a des conséquences. Et les conséquences, c'est que notre schéma, ce n'est pas le campus universitaire d'Oxford, ce n'est pas le campus universitaire de Yale. Nous, on est inscrits à l'intérieur d'un tissu urbain. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est à partir de ce tissu urbain, faire en sorte que vous ayez accès à des équipements sportifs plus facilement, faire en sorte qu'on ait des amphis qui soient à la hauteur, faire en sorte qu'on rénove progressivement, qu'on puisse faire des partenariats sur les logements étudiants, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Je ne vous ferai pas Yale au cœur de Paris, ni Oxford au cœur de Paris. Donc voilà, là-dessus, je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. On fait avec ce qu'est notre tradition.
Notre tradition, ce sont des universités qui sont au cœur des villes. Par contre, en faisant ça, ça ne condamne pas à avoir des sites qui sont en état apocalyptique, et c'est bien ce qu'on est en train de changer. Hier matin, vous avez rencontré la ministre allemande de l'enseignement supérieur et de la recherche et avez assisté ensemble au Conseil des ministres franco-allemands. Alors on sait que le président de la République ne cesse de vanter les mérites et succès économiques de l'Allemagne. Donc d'abord, Monsieur le ministre, cette fascination est-elle aussi de mise dans le domaine de l'enseignement supérieur? Et plus généralement, doit-on essayer de synchroniser toutes nos politiques avec l'Allemagne? Est-ce qu'on n'en fait pas finalement un peu trop à vouloir imiter l'Allemagne sur tout? N'est-ce pas purement électoraliste? Et est-ce qu'Angela Merkel ne finira pas par rentrer au gouvernement? Nicolas Sarkozy ne ferait-il pas un bon Premier ministre d'Angela Merkel présidente? Alors, dans le système allemand, il n'y a pas de président, donc c'est nous qui gardons la présidence et elle qui prend le poste de Premier ministre. Sur la question, donc j'étais effectivement en discussion hier avec ma collègue qui s'appelle Annette Schavan. Je ne sais pas si ici vous parlez un peu allemand ou non? Qui est-ce qui parle allemand ici pour que je vérifie un petit peu? C'est pas mal. D'accord. Donc, dans le cadre du partenariat avec l'Allemagne, si vous prenez la France toute seule, on fait à peu près 5% de l'effort de recherche mondial. Si vous prenez l'Allemagne toute seule, on fait 5% de l'effort de recherche mondial. Chacun de nos deux pays a les trois quarts de sa coopération internationale à la recherche et dans l'enseignement supérieur qui sont faits avec l'autre. C'est-à-dire que moi, dans les trois quarts des projets internationaux que j'ai, il y a toujours, dans 3 cas sur 4, l'Allemagne. Il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projets communs États-Unis, Inde, Allemagne, on peut avoir des projets communs France, Allemagne, Chine, mais dans 3 projets sur 4, il y a l'Allemagne. Et donc le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de stratégiser ça? Est-ce qu'on est capable d'en faire une vraie force de frappe et une vraie force d'entraînement? Or aujourd'hui, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que c'est de fait, mais il n'y a pas de plan stratégique. On vit avec ça, mais par exemple, on s'apprêtait à lancer une grande cohorte de patients en France, une grande cohorte de patients en Allemagne, notamment sur les maladies cardiovasculaires, mais chacun faisait sa cohorte de patients. Le résultat, c'est qu'on était à chaque fois dans 2 échelles à peu près communes. Ça en faisait 2 cohortes de patients qui étaient en gros les plus grosses jamais lancées à l'échelle européenne. Sauf qu'en se mettant ensemble, on va lancer la plus grosse cohorte de patients jamais lancée à l'échelle de la planète. Et c'est en résumé ce qu'apporte le partenariat avec l'Allemagne. Si on est chacun dans notre coin, on a un potentiel, on peut s'imposer à l'échelle européenne, mais on n'a pas la force d'entraînement à l'échelle mondiale. Si on travaille en partenariat commun, on a une force de gravité qui est suffisante pour être une force d'entraînement à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est la première remarque. On a tout à gagner à être en partenariat avec l'Allemagne. La deuxième chose, c'est qu'il y a un moment où il faut être quand même un tout petit peu lucide et regarder ce qui se passe chez nos voisins. Alors forcément, ça en dérange certains. Mais un pays qui réussit à avoir, dans la période de crise actuelle, 3% de croissance, qui sort avec un taux de chômage qui est à 7%, qui sort avec un excédent commercial qui est à 150 milliards d'euros, et qui réussit à être compétitif sur la durée en préservant ses emplois industriels. Moi, je veux bien écouter tous les bons arguments qui sortent et qui expliquent maintenant que, bien entendu, l'Allemagne est un pays pourri dans lequel tout le monde est misérable et où il n'y a absolument aucune leçon à s'en inspirer. Mais je considère que ça, c'est vraiment des raisonnements de grand-papa. Alors, ce que je propose, ça n'est pas de singer le modèle allemand. Il ne s'agit pas de dire qu'on va transformer la France en Allemagne. Il s'agit juste d'avoir ce minimum d'ouverture d'esprit consistant à se dire qu'il y a peut-être quelques sources d'inspiration dans le modèle allemand. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est là où les politiques français devraient faire preuve d'un tout petit peu plus d'esprit d'ouverture, c'est que ce modèle en Allemagne n'est pas un modèle de droite ou de gauche. Il a été lancé par Gerhard Schröder, poursuivi par Angela Merkel, et c'est les efforts, 10 ans d'efforts, qui ont permis à l'Allemagne de restaurer sa compétitivité qu'elle avait perdue il y a 10 ans. Ce modèle, il se résume dans 3 clés assez simples. La première d'abord, une meilleure gestion de la dépense publique. Là où la France a fait exploser sa dépense publique, l'Allemagne a mieux su gérer le poids de sa dépense publique et surtout son impact en termes de compétitivité. La deuxième chose, c'est une refonte de son système de protection sociale, peut-être qu'on y viendra, dans un sens plus actif, plus compétitif, et où plutôt que d'avoir un système qui est au fond
un système redistributif mais très passif, on essaye de faire en sorte que ça permette aux gens de se remettre dans une trajectoire et de les remettre dans une direction d'emploi, ce qui est notamment les très grandes réformes du paquet Hartz qui avaient été faites sur le marché de l'emploi. Et puis la troisième chose, c'est un investissement résolu sur les PME et les grands groupes, parce que le modèle allemand, c'est une synergie entre grands groupes et entreprises de taille intermédiaire et PME, destiné à alléger le poids des charges sur les entreprises, baisser le coût du travail et surtout alléger les impôts qui pèsent, notamment impôts sur les sociétés. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que la France peut continuer à plaider pour un modèle d'augmentation de sa dépense publique et de compensation de cette augmentation de sa dépense publique avec un surcroît d'impôts? Je pense que c'est une lourde erreur. Mais évidemment, ça dérange. Ça dérange parce qu'au fond, ma conviction, c'est que l'exemple allemand, c'est la preuve par 9 pour un certain nombre de politiques que leurs idées ne sont pas bonnes. Et bien dans ces cas-là, on préfère casser le thermomètre. Et on préfère dire ce qui se passe en Allemagne, en réalité, n'a aucun intérêt. Moi, ma position, c'est que ce qui se passe en Allemagne est important pour nous. On a intérêt à regarder. Après, à nous d'être suffisamment intelligents pour l'adapter à ce qui est notre modèle. Alors pour finir, est-ce que c'est humiliant? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vous avez quelqu'un qui réussit à côté de vous et vous allez vous dire, bah non, comme ça m'humilie qu'il réussisse à côté de moi, je préfère dire qu'il est en situation d'échec. Il y a un moment où il faut être capable un tout petit peu, surtout dans ce climat de compétition des nations, de se remettre en cause. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, la France avait des atouts. Il y en a un certain nombre qu'on a perdus. Bah, à nous de les regagner. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Allemagne a des sources d'inspiration à trouver en France. Notre politique de recherche et d'innovation, le crédit impôt recherche, très performant, est un exemple que l'Allemagne regarde avec attention parce que là, on est plus compétitif qu'eux. La question de gestion, notamment de la politique salariale. L'Allemagne s'intéresse beaucoup aux questions de savoir est-ce qu'il faut qu'elle adopte ou non un système de salaire minimum. Sujet intéressant. Et puis enfin, la politique familiale. La France a une démographie en expansion. N'oubliez jamais que quelles que soient les raisons de pessimisme qu'on peut avoir, ce pays a un accroissement démographique. Et sur la durée, ce n'est pas à vous qui êtes beaucoup plus savant que moi sur le plan économique, sauf erreur de ma part, le seul facteur structurant de croissance de l'économie sur la longue durée, c'est notamment votre croissance démographique. L'Allemagne a une croissance démographique qui s'infléchit fortement. Dans 20 ans, nos deux courbes se recroiseront. Quand elles se recroisent, on reboucle une page de l'histoire qui a été ouverte à l'époque de Napoléon. 1815, la France commence à passer en dessous de l'Allemagne en termes démographiques. Là, on repasse devant, c'est une vraie inversion potentielle. Mais la condition pour y arriver, c'est n'ayons pas des politiques qui sont aveugles. Quand il y a des choses qui marchent à côté, on regarde, on s'en inspire. On n'est pas là pour singer, mais juste s'en inspirer. Je crois que c'est une hygiène minimale intellectuelle qu'on doit être capable d'avoir aujourd'hui. Alors, eux, ils n'ont pas le droit de poser des questions, non? Ça arrive. D'ailleurs, je vais vous demander de conclure plus rapidement, si je peux me permettre, vos réponses. Parce qu'on a encore beaucoup de questions. Alors, ça nous permet de passer à des questions un peu plus politiques. Donc, vous avez créé, comme on l'a dit précédemment... Celle-là était déjà assez politique. Oui, mais celle-là encore plus, vous allez voir. Donc, vous avez créé un club de... Vous me permettez juste une toute petite remarque. Et un politique, ça ne s'arrête pas comme ça. N'oubliez jamais que vous avez beaucoup reçu. Je le dis très sincèrement. Vous faites partie, pour la très grande majorité d'entre vous, d'étudiants qui sont issus de familles dans lesquelles on a fait beaucoup d'efforts pour vous donner les meilleurs atouts. Je suis exactement, et j'ai bénéficié pour ma part aussi de ces chances et de cet investissement de la part de ma famille. À mon sens, la principale menace qui pèse aujourd'hui sur la France, c'est un risque de reproduction de ces élites. Et un système où l'ascenseur social se met progressivement en panne et où notre pays se prive d'une capacité à réoxygéner ces élites. Je voudrais juste vous demander une chose. Quel que soit votre parcours professionnel, quelle que soit la suite de votre engagement, gardez un tout petit peu de temps pour être des vecteurs et prendre sous votre coupe des étudiants qui n'ont peut-être pas eu exactement les mêmes chances. Quand je dis ça, attention, il y a toujours un dialogue que je garde en tête, qui est un des dialogues de Socrate que j'aime beaucoup, où Socrate est confronté à quelqu'un qui vient de Thrace et qui lui dit « Écoute, toi Socrate, tu n'as absolument aucun mérite. Tu n'as aucun mérite parce que tu étais à Athènes, tu as bénéficié des meilleurs cours de tous les pythagoriciens, tout le monde est venu t'enseigner et stimuler ton cerveau. Moi, j'étais en Thrace, c'était absolument l'enfer, impossible d'arriver à réussir. »
Et Socrate a cette réponse que je trouve admirable. Tu as raison, si jamais j'avais été en Thrace, je n'aurais sans doute pas été Socrate, mais si toi tu avais été à Athènes, tu n'aurais peut-être pas été Socrate non plus. Et maintenant, ce que je te propose, c'est que j'ai plutôt essayé, à travers nos dialogues, de t'aider à réfléchir et à progresser. Soyez exactement dans cette démarche. Vous avez un devoir. Vous avez beaucoup réussi, il faut être capable de rendre à la République. Et rendre à la République, votre réussite n'a pas été usurpée, elle est le fruit de vos efforts, de l'investissement que vous avez fait, mais prenez le temps dans la suite de votre parcours d'essayer à votre tour d'être un tout petit peu des vecteurs d'ascenseur social. C'est très important pour l'avenir de notre République. Alors, comme je le disais... C'était la petite remarque. Hein. Alors, vous avez créé un club de réflexion qui rassemble une cinquantaine de parlementaires qui s'appelle la droite sociale. Vous avez pour objectif de mettre les classes moyennes au centre du débat. Vous avez même écrit un livre, La lutte des classes moyennes. Alors finalement, les classes moyennes, tout le monde en parle, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, dans votre livre, vous définissez les classes moyennes comme les gens qui gagnent entre 1 500 et 5 000 euros. Est-ce que 5 000 euros, ce n'est pas beaucoup ? Parce que je ne suis pas sûr que François Hollande, par exemple, ait la même définition de classe moyenne. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vous confirmez ce chiffre et qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, d'abord, c'est une question très française. Mais c'est très intéressant à regarder. C'est-à-dire qu'en Allemagne, personne ne vous demandera, mais au juste, c'est quoi les classes moyennes ? En Angleterre, personne ne vous demandera qu'est-ce que c'est que les middle class. Aux États-Unis, où la campagne d'Obama, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas du tout été fondée sur un joli slogan « Yes, we can », mais sur une défense des classes moyennes et le fait de remettre les classes moyennes au cœur de la société américaine, l'existence de la middle class est une évidence. En France, non. Et non pour une raison qui, au fond, revient à l'origine de notre contrat social républicain et de Rousseau. En France, le citoyen, c'est un citoyen sans origine géographique, sans origine sociale, et qui est un citoyen abstrait, qui est le citoyen qui signe le contrat social républicain abstrait et qui crée et constitue la République. Et donc chez nous, la notion de classe moyenne, et plus globalement la notion de classe, est une notion à laquelle nous sommes très rétifs dans notre approche de la République. Or, elle s'est traduite par, à mon sens, une erreur très lourde dans la construction de notre consensus social. Au cours des 20 dernières années, la France est le seul pays européen à avoir concilié deux choses. D'une part, un enrichissement très substantiel d'un certain nombre d'élites, très limitées, qui ont profité à plein du vent de la mondialisation. D'autre part, un renforcement massif du système de protection sociale sur les plus fragilisés, qui est parfois, à mon avis, allé trop loin dans un certain nombre de dérives de l'assistanat qui sont devenues contre-productives. Et au milieu, des classes moyennes, sur lesquelles, faute de courage politique, la puissance publique a rattrapé son incapacité de réforme en augmentant sans cesse la charge fiscale. Le résultat, c'est que les 10% des plus riches en France ont bénéficié en gros d'une augmentation dans le partage de la richesse nationale qui est de l'ordre de 10 à 12%. Que les 20% des moins riches en France ont bénéficié d'une augmentation dans le partage de la richesse nationale qui est à peu près comparable, de l'ordre de 7 à 10%. Et que les seuls à avoir reculé dans le partage de la richesse nationale, ce sont les classes moyennes. C'est une faute majeure. D'abord, c'est une faute historique. N'oubliez jamais qu'un régime comme la République de Weimar, pendant l'entre-deux-guerres en Allemagne, est morte de son incapacité à défendre ses classes moyennes. C'est une faute ensuite parce qu'il n'y a pas de consensus social qui tienne dans une république si elle n'est pas construite d'abord sur les classes moyennes. Et c'est une faute enfin en termes de dynamisme économique parce que la création de richesses se concentre socialement sur les classes moyennes. Donc un pays qui tourne le dos à ces classes moyennes est un pays qui fait un choix absurde. Et à mon sens, la question qui est posée, notamment sur cette sortie de crise, et qui est assez simple, c'est est-ce que la sortie de crise pour la France, et notamment sa capacité à résorber ses déficits publics, se fait avec un courage politique consistant à réformer le fonctionnement de notre appareil public et à le faire sans augmentation de la fiscalité massive sur les classes moyennes, ou est-ce qu'elle se fait sans être capable de casser la spirale inflationniste de la dépense publique et avec, auquel cas, des impôts supplémentaires? Alors vous me posez une question simple qui fait référence notamment à un candidat que j'aime beaucoup, qui est François Hollande. Le programme de François Hollande est très clair de ce point de vue. Et il est affiché d'emblée, c'est 44 milliards d'euros d'impôts en plus. Et c'est affiché dans son programme, ostensiblement,
avec la moitié qui pèse sur les entreprises et la moitié qui pèse sur les classes moyennes. Alors là où c'est tout à fait exact, on n'a pas la même définition des classes moyennes. Puisque pour François Hollande, et il s'était exprimé sur le sujet, hein, donc c'est des positions qui sont pas, enfin, sur lesquelles il a été très clair, une famille est riche à partir du moment où elle gagne plus de 4 000 €, en additionnant les revenus du père et de la mère. Moi, je considère qu'une famille dans laquelle on gagne 4 000 € en additionnant les revenus du père et de la mère n'est pas une famille riche. Et que pour moi, il y a un continuum qui est constitutif des classes moyennes, où on est effectivement sur une fourchette où on va de 1 500 à 5 000 €. Et dans lequel on a 3 points en commun. 1, je vis de mon travail. 2, j'essaye de miser sur mes enfants et notamment sur l'idée d'un progrès que mes enfants doivent atteindre par rapport à moi à travers leurs études. Et 3, une question essentielle du rapport au logement. Et cette question du logement est un des facteurs de déclassement et de recul en France des classes moyennes, puisqu'on a un coût de l'immobilier qui est bien supérieur en France à ce qui existe en Allemagne, sans doute en raison d'un excès de régulation normative qui fait que le coût du foncier français est beaucoup plus élevé que le coût moyen du foncier européen. Donc à mon sens, c'est la question centrale qui est posée dans la présidentielle. Est-ce que la France fait le choix de remettre les classes moyennes au cœur de son contrat républicain, ou est-ce qu'elle continue à être dans la même spirale, plus de dépenses publiques et plus d'impôts sur les classes moyennes? Voilà. Alors, toujours sur ce sujet, selon un sondage OpinionWay d'hier, 34% des Français interrogés considèrent que c'est François Hollande qui les défendrait le mieux, les classes moyennes, contre seulement 16% pour Nicolas Sarkozy. Vous insistez sur le fait que les classes moyennes, je cite, ont peur du déclassement, elles ressentent un besoin de protection. Donc vous venez plus ou moins d'y répondre. Est-ce que François Hollande, qui propose un investissement de l'État en matière sociale, ne serait pas le meilleur candidat pour les classes moyennes? Bon, d'abord, ce sondage montre que je suis mauvais. Jusque-là. Vous n'êtes pas candidat, a priori. Non, je ne suis pas candidat, mais j'essaye de porter cette question des classes moyennes. Écoutez, prenons factuellement un certain nombre de propositions qui sont avancées. La fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui est une proposition de François Hollande. Elle consiste à rendre plus progressive la CSG, autrement dit, moins de CSG en bas, plus d'impôts sur le revenu au milieu. C'est défavorable pour les classes moyennes. Deuxième proposition, le quotient familial, plus l'idée de rendre progressif le tarif de l'eau, de l'électricité et du gaz. C'est-à-dire qu'en fonction de votre feuille de revenus, vous allez payer votre eau, votre électricité et votre gaz plus ou moins cher. Défavorable aux classes moyennes. Remise en cause du quotient familial. Si on prend une famille où vous gagnez 4 000 €, 3 enfants, le projet tel qu'il a été exposé revient à une perte de 500 à 1 000 € par an pour une famille qui aurait 3 enfants et qui gagne aux alentours de 4 000 €. Défavorable aux classes moyennes. Remise en cause des heures supplémentaires qui frappent le cœur des classes moyennes, c'est-à-dire notamment sur leur rapport au travail et sur la valorisation du travail. On peut m'expliquer ce qu'on veut, mais aujourd'hui en France, vous ne récupérez pas 22 milliards d'euros en faisant semblant de croire qu'on ne va le prendre que sur les 5% des plus riches. Même en rackettant, ce qui peut être une option, les 5% de Français les plus riches, au maximum, vous arrivez à récupérer 3 milliards d'euros. Les 19 milliards d'euros autres, ceux-là, ils pèsent directement sur les classes moyennes. Et c'est là où, enfin, c'est un choix, hein, c'est-à-dire que je comprends ce choix. C'est-à-dire qu'on peut avoir un choix consistant à se dire, le problème de la France aujourd'hui, c'est pas assez de dépenses publiques et des classes moyennes qui ont trop de moyens. Et auquel cas, on peut justifier plus de dépenses publiques, plus d'impôts sur les classes moyennes. Mais il ne faut pas de supercherie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, mes 22 milliards d'euros, je ne vais les prendre que sur les plus riches. Ça, c'est pas vrai. C'est impossible. Et la réalité, c'est que l'ensemble de ces propositions pèseront sur les classes moyennes. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être très clair. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais rebondir. Qu'est-ce que c'est que faire du social? Et ça, c'est une vraie question. Et notamment, dans mon investissement politique, il y a cet aspect qui est quelle est notre réflexion sur le social et la conception du social en France? En gros, notre conception du social, elle est héritée du post-Seconde Guerre mondiale. C'est l'État, le système de protection sociale redistributif, qui a très bien joué son rôle, où j'ai des systèmes de transfert assez massifs à l'intérieur de mon système national. Ça se heurte aujourd'hui à un certain nombre de difficultés. Première difficulté, en réalité, je gère des montants financiers considérables, mais avec un impact social très faible. Deuxième difficulté, je crée un sentiment d'injustice très fort. Quand je suis une famille de classe moyenne et qu'on m'explique que pour 5 €, je suis au-dessus des seuils de bourse ou des seuils d'accès au logement social,
je crée de la rancune et de l'amertume à l'intérieur de la société. Troisième chose, c'est un système passif. On verse des prestations sociales, mais on ne fait pas d'accompagnement. Donc on se contente de verser des chèques, ce que je dis, on achète au fond le silence des gens, mais en réalité, on n'a pas un système qui est actif, d'où d'ailleurs en fait, quasi notre système juridique et notre système de droit du travail, où vous avez toute une partie des salariés qui sont protégés, tous les autres qui sont ultra exposés aux aléas de la concurrence et des aléas économiques, et ceux-là, on leur verse des prestations sociales pour compenser et acheter leur silence en forme d'allocation chômage, en forme de RSA, etc. Et on se dédouane un petit peu d'une véritable conception du social. Moi, ce pourquoi je plaide, c'est un vrai changement de paradigme. D'abord, des outils qui permettent de personnaliser, pas des seuils automatiques. La capacité de déléguer aux acteurs qui gèrent la protection sociale le fait d'ajuster et d'avoir une vraie marge de manœuvre en essayant de personnaliser. Deuxièmement, systématiquement coupler le système social avec un accompagnement personnalisé. Miser sur les chantiers d'insertion, miser sur les associations d'insertion par l'activité économique, miser sur le secteur intermédiaire, tout ce que vous voulez. Mais ça n'est pas acceptable d'avoir un État qui se contente de verser une prestation et qui en réalité ne fait aucun accompagnement, aucun effort, qui est dans une espèce de paresse sociale. Et la troisième chose, il faut des outils qui couvrent tout le monde. Et moi, j'ai tendance à penser, par exemple, c'est un système de bourse au mérite qui fonctionne avec des critères de revenus. Je ne suis pas convaincu que ce soit un système qui soit fair play. Et quand on a un système de bourse au mérite, s'il y a un mérite, il est partagé par tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'une famille est une famille de classe moyenne qu'on va lui dire « désolé, ta mention très bien vaut moins ». Donc je crois que de ce point de vue, on a une vraie réflexion à mener sur un certain nombre d'outils sociaux qui doivent être des outils partagés beaucoup plus largement. C'est notamment le système nordique et scandinave, dans lequel il y a des outils sociaux qui sont beaucoup plus larges et qui couvrent l'ensemble du spectre de la population. Mais en tout cas, ce qu'il y a de clair pour moi, c'est qu'on est à un moment où on doit refonder notre spectre social. Et notre politique sociale n'est plus une vraie politique sociale, c'est une politique qui achète le silence des gens. Alors on va, avant de passer aux questions du public, une dernière question. Je vais vous demander d'être très bref. Le temps est précieux, vous le savez mieux que moi. Une question qui... Ah, le vôtre surtout. Une question qui s'adresse à l'agrégé d'histoire que vous êtes. Claude Guéant a déclaré récemment que toutes les civilisations ne se valent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut classer les civilisations selon une échelle de valeur? Alors, je vais profiter de la perche qui m'est tendue, ça m'évitera d'aller sur des parties un peu plus compliquées. Donc je vais profiter de la perche qui m'invite à faire de l'histoire. Donc je vais faire de l'histoire. Vous comparez la civilisation spartiate et la civilisation athénienne. Vous avez dans un cas, Sparte certes a gagné, on peut encore en discuter, hein, c'est une vraie question. Quelle est la civilisation qui a été celle qui a le plus apporté globalement au progrès de l'humanité? Vous avez dans un cas une civilisation militariste qui ne mise pas sur le progrès, la culture, l'épanouissement des arts et des lettres. Vous avez de l'autre côté une civilisation qui est une civilisation de la pensée, assez conforme au paradigme d'ailleurs du roi philosophe, et qui va léguer à la suite de notre humanité un patrimoine littéraire, philosophique, politique extraordinaire. Est-ce qu'il est criminel de dire que la civilisation athénienne a plus apporté au progrès de l'humanité que la civilisation spartiate? Et vous pouvez d'ailleurs étendre cette réflexion globalement aux civilisations militaristes. C'est assez comparable si vous prenez la civilisation assyrienne. Vous pouvez de la même manière regarder, y compris même avec ce qu'elle a permis, notamment sur la fondation de la Hongrie, l'apport des Huns globalement au climat et à la progression de l'humanité. Donc je crois, oui, qu'on peut dire quand même que vous avez dans l'histoire des civilisations qui ont plus ou moins apporté au progrès de l'humanité. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça a abouti à un certain nombre de dérives à l'Assemblée nationale cet après-midi, où Claude Guéant s'est fait traiter de nazi et où la thèse qu'il a défendue a été assimilée en disant ce sont ces thèses qui sont et qui ont justifié les théories du nazisme. Ça, désolé, mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'autant on peut avoir un débat consistant à dire la notion de civilisation n'est pas appropriée. On peut avoir des débats qui sont d'ailleurs des débats qui étaient portés par des personnes extrêmement dignes, hein, comme Lévi-Strauss, qui lui n'est pas du tout sur cette position, qui consiste au contraire à dire toute civilisation a sa place et contribue à une certaine vision et à un certain progrès de l'humanité. Mais au moins qu'il y ait des débats. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger sur le débat public, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes politiques qui sont les tenants du dictionnaire de la bien-pensance et qui, quand quelque chose s'écarte, sortent leur dictionnaire de la bien-pensance
et disent « Désolé, vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur ce sujet ». Ben ça, c'est malsain. Et une république, c'est une république dans laquelle on doit pouvoir débattre. Et cette question de savoir voilà, quelle est notre approche des différentes civilisations, c'est un vrai sujet. Et c'est une question dont on doit pouvoir débattre. J'y ajouterai une dernière chose, qui est une question sur laquelle je vais être un petit peu provocateur. On a le droit de ne pas être d'accord, hein, j'ai pas de souci là-dessus, on peut partager des visions différentes. Mais il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, qui est une réflexion sur laquelle je vais être encore plus provoquant. Est-ce que l'ouverture à la différence et à la tolérance se construit sur la négation de soi-même? Ou est-ce que l'ouverture à la tolérance et à la différence se construit sur le fait d'assumer sa propre culture et sa propre civilisation, mais dans une ouverture à l'autre? Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a un vrai risque, hein, et auquel vous avez fait allusion. La France bascule dans un autre modèle, et qui est un modèle qui est un vrai défi pour la France, hein, qui est une société qui va être beaucoup plus multiculturelle, beaucoup plus diverse, avec un paysage religieux beaucoup plus différent, et qui est la construction, enfin c'est une vraie révolution pour la France qui ne s'était pas construite sur cette donne-là. Il y a deux façons d'appréhender ça. La première, c'est de dire, et c'est à mon sens une mauvaise conception de la laïcité, on va tout lisser. On va faire en sorte que l'espace public et l'espace républicain ne soient plus choquants pour qui que ce soit, et que toute personne puisse s'y retrouver un peu comme dans une salle blanche, dans laquelle il n'y aurait plus le moindre signe, plus aucune histoire, plus aucune trace qui vous choquerait. C'est par exemple des positions, et qui peuvent avoir leur cohérence, qui sont celles défendues par Eva Joly, consistant à dire « moi je ne veux plus de fêtes ou de jours fériés qui soient liés à telle ou telle religion. Il faut qu'il y ait des fêtes et des jours fériés pour absolument tout le monde. » À mon avis, si vous vous engagez dans cette voie, la seule chose qui gagnera à l'arrivée, c'est l'intolérance et le rejet. Parce que vous aurez une réaction de rejet très forte de la société française qui dira « non, moi je ne veux pas de ça, parce que si le multiculturalisme c'est la négation de mon histoire, je le refuse ». Moi, ma position, c'est une position qui est peut-être un petit peu politiquement incorrecte, mais qui consiste à dire ce pays a une tradition. C'est une tradition judéo-chrétienne. C'est une tradition qui est inscrite précisément dans notre patrimoine, qui nous rattache à la civilisation athénienne, qui nous fait des liens avec les apports de la civilisation latine, qui passe par la christianisation, qui passe par le mouvement des Lumières, et qui nous a légué un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont le fondement de notre contrat social républicain. Et il est hors de question que ces valeurs soient contestées. Mais ces valeurs sont des valeurs de tolérance, sont des valeurs d'ouverture à la diversité, et tout le monde peut y trouver sa place. Mais ne nous demandez pas de nier ce qu'est cette histoire et cette tradition. Parce que ça, c'est tourner le dos à tout ce qui nous a construit. Et je crois que ça, c'est une des vraies questions qui est devant nous, et qui est peut-être plus intéressante que la question de savoir s'il faut hiérarchiser les civilisations. Voilà. Bien, merci.